Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait très plaisir de vous voir aujourd'hui. Merci d'être là. Donc, je vais vous parler d'histoire de mobilisation, justice environnementale et éco-citoyenneté. Quelle connexion! Alors, le mouvement de la justice environnementale est né aux États-Unis dans les années 1980. Le premier mouvement qui était conscient de lui-même et organisé contre des cas locaux de racisme écologique. Il a donc émergé d'abord aux États-Unis, puis il a cheminé en Afrique du Sud et au Brésil. Alors, qu'est-ce que c'est le racisme écologique? C'est lorsque des communautés afro-américaines étaient confrontées à des problèmes environnementaux, à des problèmes de pollution de l'air et de l'eau, à des déchets toxiques, dans des régions urbano-industrielles pauvres et habitées par des minorités. Ça, c'est la définition originale. Et puis plus tard, elle a été étendue aux autres communautés minoritaires des États-Unis, qui sont par exemple autochtones, hispaniques, asiatiques, c'est-à-dire des communautés qui n'ont pas de pouvoir politique ou économique. Alors, quand est-ce qu'il y a un racisme environnemental structurel? C'est lorsque le droit à bénéficier à un environnement sain est tout le temps menacé par des décisions publiques qui soutiennent l'implantation d'usines, de sites industriels, de décharges toxiques à côté de régions habitées par des communautés minoritaires, ce qui menace la santé et la vie de ces communautés. Alors là, je commence un peu par mettre la table en vous donnant des éléments théoriques, puis je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé vraiment sur le terrain. Alors, à l'époque, les chercheurs, là je vous donne la définition de Robert Bullard, qui est toujours d'ailleurs un chercheur afro-américain très engagé dans la justice environnementale. Alors pour lui, la justice environnementale, c'est un traitement juste et une participation significative de toutes les personnes, quelles que soient leurs caractéristiques à l'égard du développement et de l'implémentation de politiques et de règlements de lois en matière d'environnement. Alors, si on revient en arrière, vous remarquez qu'il y a un traitement juste de toutes les personnes, quelle que soit leur race, leur couleur de peau. On remarque que ce mouvement de la justice environnementale aux États-Unis est très marqué par une dimension, par un vocabulaire racial. C'est parce que ce mouvement est un produit de l'histoire des États-Unis qui est très marqué par des thématiques de racisme et d'antiracisme. En fait, ce mouvement n'est pas né de lutte écologique. Il est né du mouvement initié par Martin Luther King des droits civiques dans les années 60. Il est en lignée directe avec ce mouvement. Et de nombreuses personnes qui travaillaient avec Martin Luther King, on les retrouve dans des manifestations contre des décharges dans les régions habitées par les personnes afro-américaines. Alors en fait, dans les années 70, il y a des acteurs sociaux, des associations afro-américaines qui ont remarqué qu'il semblait y avoir plus de déchets, plus de problèmes environnementaux dans les régions habitées par les communautés afro-américaines. Ces acteurs ont alors décidé de mener des recherches, des études qui ont confirmé leurs soupçons. Et c'est alors que le mouvement de la justice environnementale a été fondé par ces acteurs, par des associations de communautés à faible revenu et par des membres de la classe ouvrière. Ce mouvement a surtout des préoccupations à la base urbaine, donc en ville, dans les centres-villes et dans les banlieues, rattachées à des problématiques sociales et sanitaires liées aux effets de la pollution sur les communautés. Alors, quels sont les points forts de ce mouvement de la justice environnementale? Selon Martinez-Allier, qui est un chercheur en écologie politique et en économie écologique qui est espagnol, ces mouvements ont réussi à introduire la justice sociale dans l'environnementalisme, qui avant se préoccupait beaucoup de la défense de la nature sauvage, presque exclusivement. Ces mouvements ont aussi établi un lien entre les problèmes environnementaux et l'inégalité de race, de genre et de revenus. Ils ont montré l'importance et l'utilité des formes gandhiennes de lutte non violente et mis en lumière le fait qu'on ne peut pas seulement se baser sur des valeurs financières pour aborder la question de la nature et de l'environnement. Alors, je parle des mouvements au pluriel parce qu'il y a aussi d'autres mouvements, par exemple en Afrique du Sud, un mouvement très intéressant parce que là-bas, il se préoccupe de la majorité de la population.
contrairement aux États-Unis où ce mouvement se préoccupe des minorités. Mais je ne pourrai pas l'aborder en détail aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais il est intéressant et je pourrais vous indiquer des références. Les points faibles des mouvements de justice environnementale, c'est qu'ils se focalisent sur des problématiques de pollution urbaine et sur le racisme écologique, alors que de nombreuses populations dans le monde ne se définissent pas par la race. Et dans ce sens, ces mouvements n'ont pas contribué à l'essor d'un mouvement mondial pour la justice environnementale. Ils n'ont pas contribué non plus au développement de l'agroécologie et d'un mouvement de gestion collective des ressources agricoles. Et ce dernier point, on peut le lier à l'histoire des pays. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de paysannerie. Et en Afrique du Sud, à cause de l'apartheid, les terres étaient cultivées par des agriculteurs blancs. Et la réforme agraire a échoué à vraiment se baser sur une justice environnementale. Alors, à partir des lectures que j'ai faites, je vous propose une définition de la justice environnementale qui peut s'appliquer à la fois au local et au global. Alors, il s'agit d'une distribution équitable entre les personnes, les communautés, les populations et les pays, des charges liées aux politiques environnementales, des problèmes et des dangers en matière d'environnement, des droits et des responsabilités, notamment la participation à la prise de décision en matière de politique environnementale, et de l'accès à la nature, des ressources naturelles et des services en matière d'environnement. L'anthropologue Descola dit souvent que la nature, c'est la chose la moins partagée du monde. C'est parce que les communautés minoritaires n'ont souvent pas accès à une nature sauvage, n'ont pas les moyens d'aller dans cette nature sauvage. Mais cette justice n'est pas seulement distributive. Il ne s'agit pas juste de distribuer des charges et des bienfaits. Elle est aussi bidimensionnelle. Alors, je m'appuie pour ça sur la philosophe Nancy Fraser, qui en fait a expliqué que la justice est distribution, mais elle est aussi une reconnaissance de la spécificité de chaque partie, de chaque personne, de chaque communauté. Mais cette reconnaissance n'est pas identitaire, ce n'est pas qui on est et ce qu'on est, c'est par contre un statut social de partenaire à part entière dans l'interaction sociale, de pouvoir participer tous, peu importe d'où on vient et de notre couleur de peau, etc. Et c'est ce que Nancy Fraser appelle une parité de participation. Puis je trouve que c'est un apport vraiment important à la justice environnementale qui n'est souvent pas développé. Alors, d'accord, donc je vous ai parlé de la justice environnementale assez brièvement parce qu'en fait, je voulais vous parler d'autres mouvements qui sont ancrés dans les pays du tiers-monde et qui visent aussi la justice environnementale sans s'appeler de cette manière. Il s'agit de l'écologisme populaire ou de l'écologisme des pauvres. Alors, c'est un courant qui a été identifié par Martínez Allí, un chercheur espagnol, et qui a été identifié dans les années 80, alors qu'il avait émergé au 19e siècle en Amérique latine, en Asie, etc. Et il n'a été identifié que si tard parce que ces acteurs ne réalisaient pas qu'ils faisaient de l'action environnementale à l'époque. Pour Martínez Allí, c'est un écologisme de la simple survie qui a émergé spontanément quand des communautés se sont mises à lutter contre l'extraction de biomasse, de minéraux, d'eau, de combustibles fossiles et de production de déchets aux dépens des peuples les plus pauvres et les moins puissants et au bénéfice des peuples les plus riches. Alors, cette expression d'écologisme des pauvres a de quoi surprendre. Moi, elle m'a un peu surprise. Martínez Allí ne soutient pas que les pauvres soient écologistes en toutes circonstances, mais qu'ils ont souvent été des acteurs importants de la préservation de l'environnement et des ressources naturelles, par nécessité, dit-il. Alors, dans ces mots, si nous adoptons le point de vue des pauvres, nous pouvons interpréter le développement du capitalisme ou système de marché généralisé comme une économie de pillage continuel et croissant afin d'encourager l'accumulation du capital et de couvrir les dépenses des riches. Pour Martínez Allí, les acteurs de l'écologisme populaire sont écologistes parce que leurs objectifs sont basés sur des besoins écologiques pour la vie. L'eau, l'espace où se loger, l'énergie, etc. Et également parce que ces acteurs s'efforcent de maintenir l'environnement sous un contrôle communautaire et de le soustraire à l'économie financière et au système de marché généralisé. Et c'est un courant qui est soutenu par certains sociologues de l'environnement, par l'agroécologie, par l'ethnoécologie,
par l'écologie politique et dans une certaine mesure par l'économie écologique et l'écologie urbaine. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont des mouvements qu'on retrouve dans des pays du tiers-monde et aussi dans des pays émergents comme l'Inde, la Chine et le Brésil. Ce sont des personnes qui vont se regrouper pour lutter, par exemple, contre des projets de destruction de la mangrove par des entreprises, contre les effets d'une mine installée qui détruit l'environnement et les cultures des paysans, contre des pêcheurs qui sont à l'origine d'une surpêche industrielle, ce qui fait qu'il n'y a plus de poissons pour se nourrir et pour vivre. Ce sont des mouvements qui luttent contre des problèmes subis par la majorité démunie de la population, qui sont causés par la croissance économique et l'injustice sociale qui entraînent le déplacement géographique des ressources et des puits de déchets. Alors, par exemple, l'Union européenne importe 4 fois plus de tonnes de matière, énergie comprise, qu'elle n'en exporte. Les pays d'Amérique latine exportent 6 fois plus de tonnes de matière qu'ils n'en importent. Et par conséquent, il y a un recul des frontières mondiales des matières premières vers de nouveaux territoires, comme par exemple le pétrole, le gaz, le cuivre, l'aluminium. Et ceci entraîne des conséquences sociales et environnementales très néfastes sur des communautés qui voient leur subsistance, leur souveraineté alimentaire, leur dignité et même leur survie menacée. Alors, j'ai mis comme exemple, il y a dans plusieurs pays d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est, il y a des entreprises qui détruisent les mangroves pour implanter à leur place des élevages de crevettes, parce qu'ici, on mange beaucoup de crevettes, et comme on ne veut pas manger de crevettes pêchées, parce que quand on pêche les crevettes, les tortues sont tuées, on préfère importer des crevettes. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand les mangroves sont détruites, il y a plein de communautés qui perdent en même temps leur alimentation et aussi leur métier, parce qu'ils vivent à partir de ces mangroves. Du coup, il y a eu beaucoup de mouvements, et dans un de ces mouvements, il y a eu des militants qui ont été assassinés. En fait, dans la plupart des mouvements d'écologistes populaires, il y a des gens qui disparaissent sans laisser de traces, ou qui sont assassinés, puis on ne sait jamais qui les a tués. Donc là, je vous en ai un peu parlé. L'écologiste populaire s'intéresse à plusieurs thématiques. Il y a aussi la biopiraterie, le commerce inéquitable. Et Martinez-Allier englobe dans l'écologiste populaire les actions des communautés pour créer des systèmes agroforestiers durables, pour reprendre en charge leur alimentation, etc. Aussi, il y a les initiatives d'agroécologie, de permaculture. Les acteurs de l'écologiste populaire, je vous le disais, voient leurs droits humains souvent compromis, non seulement par les projets qui leur retirent les milieux de vie dont ils dépendent pour leur survie et leur subsistance, mais aussi voient leur sécurité fondamentale compromise. Les populations sont déplacées, par exemple, pour des projets de mines ou de barrages. Il y a des brimades, des intimidations, et je vous en parlais, des assassinats. La finalité de l'écologisme populaire, c'est la justice environnementale. Mais ce mouvement n'utilise pas le langage du racisme écologique, contrairement au mouvement de justice environnementale, parce que, comme on l'a dit, de nombreuses populations ne se définissent pas par la race. Les acteurs vont utiliser d'autres langages pour exprimer leur lutte, qu'ils puissent dans leur répertoire culturel. Il y a la souveraineté alimentaire, il y a le buen vivir ou le vivir bien, le caractère sacré de la nature, sujet de droit, les droits territoriaux, les droits des communautés autochtones, l'identité culturelle séparée et beaucoup d'autres types de langages. Il y a une sociologue argentine, Maristela Svampa, qui met en lumière qu'il y a un virage éco-territorial dans les revendications des communautés, une articulation des questions écologiques et territoriales. Dans l'écologisme populaire, les femmes jouent un rôle très important et les activistes aussi. Ils sont très impliqués dans les recherches et dans les publications, ce qui est heureux, parce que ces conflits, on n'en entendrait jamais parler ici s'il n'y avait pas des personnes sur le terrain pour écrire à leur sujet, parce que la presse locale n'en parle pas. Alors, l'histoire d'écologisme populaire est vraiment passionnante. Je pourrais vous conseiller un livre si vous êtes intéressé. Il y a eu plusieurs mouvements au 19e siècle, beaucoup liés à l'extraction minière. Et en fait, la première manifestation de l'écologisme populaire, c'est en 1888 en Andalousie, lorsque la compagnie Rio Tinto a mis en place une mine de cuivre à l'air libre.
Et en fait, cette compagnie s'est mise à brûler l'excédent de soufre pour aller plus vite en plein air, ce qui a considérablement pollué l'environnement qui est devenu complètement gris et pollué les cultures. Il y a eu une grève de mineurs qui se sont associés à des agriculteurs, à des militants syndicaux et à des responsables politiques locaux. Le gouverneur a appelé l'armée qui a tiré, on ne sait pas très bien pourquoi, et il y a eu un massacre entre 100 et 200 personnes pendant une manifestation. Donc ça, c'était le premier événement lié à l'écologisme populaire. Puis c'est intéressant parce que ça montre que l'environnementalisme n'est pas né dans les pays du Nord dans les années 70 comme on pourrait le croire. Il date de beaucoup plus longtemps et souvent ces acteurs n'avaient pas conscience de la dimension environnementale de leur action et parfois n'en ont toujours pas conscience ou vont même le nier. Alors le deuxième incident, il est très intéressant mais je ne le détaillerai pas, c'est aussi lié à une mine de cuivre au Japon en 1907, alors que le pays n'était pas encore une puissance coloniale. Et c'est là qu'est né l'écologisme japonais, donc directement lié à la justice environnementale favorable à la paysannerie. Il y a eu un mouvement des mineurs et des paysans, et là aussi plusieurs morts. Alors, formellement, l'écologisme populaire a été identifié dans la recherche vers la moitié des années 80, en Inde, dans le sud-est asiatique et en Amérique latine. Et l'expression écologisme des pauvres, on l'a vu la première fois en espagnol dans la revue Cambio, dans un entretien avec Martinez Allier, puis les recherches se sont développées dans les années 90 en connexion avec l'écologie politique. Alors, quels sont les points forts de l'écologisme populaire? C'est le fait qu'il y a une pluralité de langages, d'expressions et de valeurs. Il y a un chercheur qui a dit que c'était une résistance sémiotique à l'égard de la violence exercée contre l'environnement et contre les communautés. Il y a une collaboration entre les mouvements locaux qui s'entraident, une défense de l'agroécologie paysanne et autochtone. Ce mouvement mobilise une science participative avec les citoyens, avec un activisme réflexif et des initiatives d'épidémiologie populaire. Les acteurs s'engagent dans la recherche et ce mouvement permet de développer de nombreuses compétences diversifiées, de débats collaboratifs, critiques, politiques, etc. Les points faibles de ce mouvement, c'est que les acteurs ont souvent du mal à s'organiser sans l'aide d'activistes et de juristes étrangers. Alors pourquoi? Parce que les entreprises sont très puissantes, elles sont souvent soutenues par le FMI et par les gouvernements locaux et les armées qui ne reculent pas devant des assassinats. Alors, selon Martinez, Allier et Guha, les mouvements de la justice environnementale et de l'écologisme populaire gagneraient à converger et à se compléter parce qu'ils sont complémentaires entre le Nord et le Sud et entre les environnements ruraux et urbains. Mais ils semblent s'être ignorés en raison de litiges disciplinaires. C'est parce qu'on retrouve dans chaque champ des chercheurs qui appartiennent à des domaines différents. Toujours la même histoire. Ces mouvements, en fait, sont déclenchés par l'injustice sociale et environnementale et visent la même chose qui est la justice environnementale et sociale. S'il y avait un mouvement mondial pour la justice environnementale, il faudrait qu'il s'exprime au nom de toutes les majorités dans le monde, sans nécessairement passer par le langage du racisme écologique, puisque la plupart des populations ne se définissent pas racialement. Il existe une diversité de langages que les communautés peuvent mobiliser en fonction du contexte. Le racisme écologique peut être intéressant dans certains cas. Et en fait, certaines communautés ont dû s'approprier récemment le langage environnemental pour pouvoir se défendre face à des entreprises qui, elles, utilisaient les arguments du développement durable, de la certification verte et des normes ISO pour soi-disant défendre leur projet de soi-disant développement écologique et social. Alors, je vais passer maintenant au concept d'éco-citoyenneté dont je vais vous faire un survol. Alors, l'éco-citoyenneté fait référence à une kyrielle de visions et de définitions qui sont parfois contradictoires. Alors, c'est un mot composé, un néologisme. Il y a éco, qu'on connaît tous, qui vient d'oikos, qui signifie maison, milieu de vie. Et il y a citoyenneté, soit une participation politique à la cité, ciment du lien social en démocratie,
qui renvoie à la transcendance laïque d'un intérêt général et d'une chose publique à protéger ensemble. Donc, transcender le bien public, l'intérêt... Oui, non. Transcender l'intérêt particulier pour aller vers le bien public. Alors, l'éco-citoyenneté fait référence à des apprentissages et à des pratiques relatives, entre autres, à la participation au débat et à la prise de décision. Pour Martinez et Chambaud-Redon, l'éco-citoyenneté, c'est un processus de construction identitaire, de socialisation et d'intériorisation de valeurs, d'attitudes et de conflits. C'est-à-dire que l'éco-citoyenneté est située dans un creuset identitaire. D'ailleurs, il y a un autre auteur, Thomas Shaw, qui dit que l'éco-citoyenneté émerge lorsque l'identité politique et écologique se combinent ensemble. En outre, l'éco-citoyenneté est ancrée dans le milieu local tout en étant ouverte sur l'environnement global et sur l'altérité, qu'elle soit humaine ou non humaine. C'est un peu pour ça que je m'y suis intéressée, parce que dans ma recherche, j'essaye de voir comment on peut contribuer à l'apprentissage du vivre ensemble à travers l'éducation à l'environnement. Alors, dans le contexte actuel d'une gouvernance qui sert les intérêts des entreprises et qui instrumentalise la démocratie, Lucie Sauvé a montré que l'éco-citoyenneté implique avant tout une exigence et une revendication de démocratie participative. En ce sens, l'éco-citoyenneté est une citoyenneté critique, compétente, créative et engagée, capable et désireuse de participer au débat public, à la recherche de solutions et à l'innovation écosociale. Lucie Sauvé a montré que cette éco-citoyenneté prend appui sur des compétences critiques, éthiques et politiques qui sont développées dans cet article, que je vous encourage à aller lire. Alors, pour Dobson, l'éco-citoyenneté implique l'existence de droits et de responsabilités relatifs à l'environnement. Alors, j'ai mis en vert les liens vraiment directs avec la justice environnementale. L'éco-citoyenneté, bon, on le disait tout à l'heure, implique pour les personnes de mettre en priorité le bien commun, l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Et surtout, être éco-citoyen, ça veut dire regarder ses visions, ses croyances, ses valeurs, ses pratiques, son agir, ses conduites, ses comportements dans un contexte de justice et d'injustice. L'éco-citoyenneté, c'est la seule citoyenneté qui est à la fois dans la sphère privée, donc chez soi, ce qu'on fait chez soi, et dans l'espace public, ce qu'on fait ensemble. Et les mouvements de justice environnementale et d'écologisme populaire se situent dans cette forme publique de l'éco-citoyenneté, tout en faisant appel, bien sûr, à l'éco-citoyenneté privée. Alors, quelle connexion entre la justice environnementale et l'éco-citoyenneté ? On a parlé des droits et des responsabilités. Ces deux concepts partagent la participation, qui est une condition et une stratégie à la fois de la justice environnementale et de l'éco-citoyenneté. Puis, on a vu que l'éco-citoyenneté implique de replacer ses visions et ses pratiques dans le cadre de la justice et de l'injustice. Les mouvements d'écologisme populaire et de justice environnementale, qui visent tous la justice environnementale, mobilisent le développement de la participation citoyenne et font appel à l'éco-citoyenneté. On a vu que ces mouvements se basent sur un activisme réflexif et sur une investigation participative des conflits écologiques, qu'ils font appel à une science participative et qu'ils engagent les acteurs dans les recherches et les publications. Ce sont des mouvements qui mettent vraiment en lumière la connexion étroite entre la justice environnementale et l'éco-citoyenneté. Alors, voici une proposition de synthèse de l'éco-citoyenneté. Vous me donnerez votre avis pendant les échanges si vous le souhaitez. Ce serait un ensemble intériorisé d'apprentissages de divers ordres, de visions et de pratiques qui fondent l'engagement d'une personne à l'égard du bien commun, qui se construit dans l'action partagée, qui permet de pouvoir analyser de manière critique les dynamiques environnementales et sociales, les politiques publiques, les pratiques, que ce soit les nôtres ou celles des autres, et d'examiner tout cela au regard de la justice, afin d'œuvrer pour l'avènement d'une justice environnementale et de participer à la délibération collective en matière d'environnement et d'aménagement du territoire. J'ai combien de temps encore? Il reste un beau 5-7 minutes. Ah, waouh! Ok, ça veut dire que j'ai parlé trop vite. Non, c'est Vous pouvez me poser des questions si vous n'avez rien. Ça va être bien.
Alors en fait, je voulais partager avec vous un postulat de recherche. Je me posais une question et je me suis dit, quel est le meilleur endroit que celui-ci pour le partager avec des éco-citoyens, des chercheurs et des activistes? Je me demande s'il existe un écologisme populaire dans les pays développés. Donc, on a vu qu'il y a un écologisme populaire dans les pays du tiers-monde et les pays émergents. On a vu que cet écologisme est lié à la survie, à la subsistance, à des mouvements fondamentaux et nécessaires. Donc, est-ce qu'il existe un écologisme populaire dans les pays développés? Qu'en est-il des mouvements citoyens contre l'extractivisme et contre les méga-projets? Et qu'en est-il des mouvements citoyens de reprise en charge de la production alimentaire, comme les jardins collectifs, les fermes bio, les échanges, les coopératives, etc. L'extractivisme, je ne sais pas si tout le monde sait, non, je vois une tête qui me dit non, c'est quand il y a une extraction massive de terres agricoles, de ressources énergétiques, les mines par exemple. Alors, avant l'extractivisme se déployait surtout au sud et récemment on voit qu'il se déploie aussi au nord. On le voit avec les sables bitumineux de l'Alberta, les gaz de schiste, le tourisme de masse, les projets d'agriculture industrielle, etc. Alors, donc je vais vous donner des exemples et aujourd'hui on pourrait étudier chaque mouvement qu'il y a par exemple au Québec, comme le mouvement contre l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste, voir est-ce que c'est un écologisme populaire ou pas. Mais je vais vous donner un exemple qui est un peu loin de nous parce que je l'ai rencontré récemment et je me suis dit que ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Est-ce que quelqu'un a entendu parler des zones à défendre, les ZAD? Ouais, ok. Les zones à défendre, c'est surtout en Europe, mais il y en a un peu en Russie. C'est des zones où des communautés, où des personnes vont occuper une zone appelée à, par exemple, il y a un projet de développement d'un aéroport, d'un barrage ou d'une autoroute. Les gens ne sont pas d'accord, mais les mécanismes de démocratie ne fonctionnent pas. Le projet va être lancé, alors les personnes occupent la zone sur place pour que le projet n'ait pas lieu. Donc, j'ai remarqué récemment que l'actualité était remplie de ces ZAD, zones à défendre. Ce sont des luttes contre des grands projets inutiles et imposés. Et j'ai remarqué aussi, en France, on les appelle les zadistes, ce qui est une contraction de ZAD et activistes. Puis, ce sont des personnes qui vont militer par l'occupation d'une zone à longue durée et qui revendiquent qu'ils n'ont aucune affiliation ni politique ni environnementale, qu'ils n'ont pas de porte-parole. Ils revendiquent la diversité de leurs opinions. Et souvent, en fait, si on leur demande comment ils s'appellent, ils disent tous qu'ils s'appellent Camille ou Rémi. Parce qu'en fait, Rémi est le militant qui a été tué par la police, c'est un peu triste, enfin, qui a été tué par la police en novembre dans la ZAD contre le projet de barrage de Sivens. Et Camille est la première zadiste qui a été jugée il y a quelques mois. Donc en fait, c'est une sorte de solidarité affichée. Alors, avec les zadistes, il y a aussi des associations environnementales, des syndicats paysans et des riverains qui sont également opposés au projet, mais qui ne restent pas à occuper la zone pendant très longtemps, forcément. Et en fait, j'ai essayé de voir quelles sont les caractéristiques de ces ZAD. J'ai lu les articles, il n'y a pas encore beaucoup de recherches, j'ai parlé à un acteur, puis j'ai réalisé qu'il n'y a pas de portrait type des ZAD, que ce n'est pas possible de faire un portrait type, parce que chaque ZAD est ancré dans un contexte local, politique et social, et puis chacune vise un projet particulier. Il y a parfois un aéroport, un barrage, donc chacune va être différente, et chacune est une mouvance disparate d'acteurs qui ont des intérêts divergents et qui ne s'entendent pas toujours entre eux pour demander des alternatives. Donc, par exemple, il y a une ZAD contre un projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes en France. Cette ZAD existe depuis 2009. Bon, moi, j'en avais jamais entendu parler avant cette année, je ne sais pas vous, mais elle s'est développée surtout en 2012. Et là, les riverains sont du côté des zadistes et des militants, et donc ils les soutiennent. Mais il y a d'autres ZAD, comme par exemple celle de Sivens, qui est contre un projet de barrage qui va entraîner une destruction de zones humides, où les riverains
certains d'entre eux sont avec le projet. Alors, il y a des agriculteurs qui ont formé des milices anti-zadistes et il y a eu beaucoup de violence. En fait, il y a eu étonnamment pas mal de violence dans ces luttes. La police a été très violente, etc. Alors ça, c'est la liste des ZAD en France de novembre 2014, une liste qui n'est pas exhaustive, c'est pour vous donner une idée. En fait, moi, quand je vois tout ça, ça me donne de l'espoir. Quand je me dis qu'il y a tellement de gens qui se mobilisent partout, ici au Québec. Voilà. Alors, les zadistes ont des revendications sur les plans environnemental, agricole et sanitaire, mais avant tout démocratiques. Ils réclament une démocratie réelle, pas participative, réelle, et la participation de tout le monde en ce qui concerne l'utilisation des fonds publics, qu'ils considèrent souvent non pertinents, et les décisions en matière d'environnement et d'aménagement du territoire. Ils fonctionnent de manière horizontale en autogestion, en assemblée générale. D'ailleurs, ils ont aussi leur lot de conflits. Dans chaque ZAD, il y a pas mal de conflits internes. J'imagine comme dans chaque mouvement. Ils veulent en fait expérimenter des modes de vie alternatifs et décarbonés. Donc ils vont faire appel à l'agroécologie, aux habitats collectifs, au troc, à la résistance créative. C'est surtout le cas à Notre-Dame-des-Landes qui est la ZAD la plus ancienne et la mieux organisée. Alors, j'ai essayé de voir un peu, est-ce qu'il y a des points communs avec l'écologiste populaire? Alors, ces ZAD visent la justice environnementale. Il y a des conflits avec les entreprises et les pouvoirs publics, une science avec les citoyens, une publication par des activistes. Un point important, j'ai remarqué que, par contre, les chercheurs sont très peu impliqués au niveau des ZAD ou de l'action environnementale en général. Il semble y avoir vraiment un clivage, c'est une tendance, je ne dirais pas été vérifiée au cas par cas, un plus grand clivage entre la recherche et l'action sociale écologique en Europe. On remarque qu'il y a des atteintes aux droits de la personne et ces ZAD mobilisent différents langages d'évaluation. Donc, j'ai retrouvé dans les discours le bien commun, la démocratie réelle, la défense de l'agroécologie, le questionnement de l'utilisation des fonds publics, le vivre ensemble, la décroissance, le pouvoir collectif. C'est des arguments qu'on retrouve d'ailleurs dans les mouvements ici au Québec aussi, je crois. Alors, les divergences, c'est que évidemment les acteurs des ZAD en Europe ne sont pas aussi démunis que les acteurs de l'écologie populaire dans les pays du Sud, très loin de là. Même si par ailleurs, et sans le connecter à ces mouvements, on remarque qu'il y a une sorte de formation d'un tiers-monde, même dans les pays du Nord, avec des personnes de plus en plus de laissées pour compte par le système économique et de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Mais ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui s'impliquent dans les mouvements sociaux, évidemment. Les acteurs des ZAD sont plus éduqués, plus outillés pour la lutte. Ils identifient la dimension environnementale de leur lutte. Il y a une moins grande asymétrie entre les pouvoirs des entreprises et des autorités publiques d'une part et ceux des citoyens d'autre part, même si elle est bien présente. Et puis évidemment, les opposants à ces projets, à ces méga-projets, ne voient pas leur subsistance aussi menacée par ces projets. Alors là, je me suis dit qu'il fallait étudier le cas de chaque ZAD. En général, à part les riverains qui sont agriculteurs et qui se voient délogés, les personnes ne sont pas aussi menacées par ces projets que d'autres, sauf si on pense plus à long terme, mais il y a une incertitude qui rentre en compte. Mais dans la ZAD qui est en Italie, il y a une ZAD en Italie contre un projet de train à haute vitesse qui impliquerait de creuser une montagne remplie d'amiante et de matériaux radioactifs. Là, ce projet met en danger directement la santé des travailleurs impliqués dans le projet et la santé des riverains. 2 minutes? Oui. Non, Une? D'accord. Alors, je ne sais pas trop quoi conclure. C'est pour ça que je voulais en discuter avec vous aujourd'hui. Il me semble que ces ZAD font appel à une forme d'écologisme populaire dans le sens qu'ils revendiquent le droit de participer à une prise de décision en matière d'environnement et de territoire pour développer des modes de vie menés dans le cadre des limites du milieu et d'aboutir à des existences humaines harmonieuses et significatives par l'engagement éco-citoyen, la solidarité et la créativité. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ces mouvements éco-citoyens dans des pays beaucoup plus avantagés sont de l'écologisme populaire? Il me semble que dans les cas des mouvements éco-alimentaires au Québec, que je connais bien pour avoir travaillé dessus avec Lucie, c'est une forme d'écologisme populaire. Il me semble aussi que dans
mouvement contre l'exploration des gaz de schiste, c'est aussi un écologiste populaire, mais voilà, c'est un postulat que je voudrais vous soumettre et avoir votre avis. Alors, en conclusion, la justice environnementale et l'écologisme populaire sont reliés et pourraient se compléter. En outre, la justice environnementale et l'éco-citoyenneté possèdent des connexions certaines. Et les mouvements d'écologisme populaire et de justice environnementale semblent exister au nord et au sud et permettent des apprentissages incidents dans l'action collective et à travers le dialogue des savoirs. Et en conclusion, il me semble qu'éduquer à l'éco-citoyenneté, c'est œuvrer vers l'avènement d'une justice environnementale. Merci. Alors, merci vraiment beaucoup, Naïla, s'il te plaît. Moi, je vais aider Naïla un peu à animer cette période d'échange. C'est vraiment foisonnant. Je pense que ça nous saisit. Beaucoup d'entre nous, là, je sais, sont engagés dans des telles dynamiques. Alors, et on se rend compte qu'ici, dans notre pays du Nord, on a, pour la résistance, un certain espace de liberté que des pays, disons, plus aux prises avec une certaine forme d'indigence, le narcotrafic qui s'ajoute aux entreprises extractives, les tensions politiques internes et surtout dans un contexte d'hyperviolence et de menaces de mort. Nous, heureusement, on échappe encore à ce climat-là. Alors, je pense qu'on a au sein de notre société une espèce de devoir de s'engager dans ces mouvements-là, d'autant plus qu'on a la possibilité de le faire et de créer des ponts nord-sud. Et tu l'as bien dit, quel creuset d'apprentissage extraordinaire et de construction de savoir. Alors, on ouvre une courte période, quand même 15 minutes d'échange, oui. Moi, j'ai juste une petite question parce que, Leïla, tu avais défini les ZAD comme étant une démocratie pas participative mais réelle et je ne savais pas c'était quoi la différence. Même question. Oui. Je ne comprenais pas la différence entre une démocratie participative et réelle. Réelle, c'est une démocratie directe, c'est que vraiment chacun participe et participative, c'est avec plusieurs mécanismes où les personnes peuvent prendre part à la prise de décision. Jérôme me regarde, il est spécialiste de ces questions et il va répondre. Ça peut être par exemple, pour prendre l'exemple de Sivert, le barrage qu'il y a eu en France où il y a eu une ZAD avec un mort, un jeune zadiste. Tout le processus participatif officiel a eu lieu sur plusieurs mois, voire plusieurs années, donc dans une démarche institutionnelle prévue par la loi et encadrée. Très encadré. Les acteurs, les parties prenantes de la gouvernance, comme elle se pense, la gouvernance, ont été sollicités, puis le processus est allé au bout. Puis les zadistes ont dit, ben non, nous on n'en veut pas de cette acceptabilité sociale comme elle est pensée, puis je pense que Pierre va en dire 2-3 mots tout à l'heure. Puis voilà, eux sont pour une démocratie qui est plus réelle et plus substantielle. Puis apparemment aussi, de ce que j'ai compris, ce mécanisme de participation, moi je ne connais pas du tout les mécanismes en France, mais on m'a expliqué qu'il est amorcé une fois que le projet est décidé. On consulte les gens sur la mise en œuvre, pas sur la décision. Alors si les gens ne sont pas d'accord, ils ne peuvent jamais protester. Il y a un clivage effectivement entre décisions qui restent aux élus, qui restent dans le domaine de la filiation de la démocratie représentative et la participation. Et à la limite, on demande l'avis éventuellement, mais Pierre va nous en dire beaucoup plus. Voilà. On aime se rejeter là. Je suis curieux de voir, peut-être que je suis un peu à côté de la thématique, mais toujours est-il, on a parlé des luttes là où l'extraction se fait, par exemple, dans des pays où les gens ont peu de moyens pour se défendre, et puis c'est leur vie qui est en jeu. Nous, ici, maintenant, on commence à vivre des situations également relativement au gaz de schiste, au service du milieu et tout ça. Par contre, au Canada, exemple, qui est comme un équivalent d'un pays de complaisance, avec ses bourses, où je pense que la bourse la plus forte de sa planète, c'est la bourse canadienne, concernant l'extraction. Et les entreprises minières
l'argent vient ici, elle est, comment dire, cachée ici. Est-ce qu'il existe des mouvements dans les milieux ou dans les pays plus favorisés en lien avec ces compagnies-là qui vont dans les pays où les gens ont plus ou moins de moyens pour se défendre? Il y a des mouvements contre les mines au Québec, oui. On a d'ailleurs une actrice de ces mouvements qui est là ici. Non, je comprends l'exemple Oui, du Québec meilleure mine, mais moi je pense plus principalement aux compagnies qui brassent leur argent ici, qui la cachent ici, mais qui vont faire leurs dommages ailleurs. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des mouvements citoyens qui existent, disons, bref, finalement, une échelle D'accord, plus des globale? mouvements citoyens qui dénoncent ici ce qu'elles font ailleurs, mais oui, bien sûr, il y en a. Justement, Marie-Ève et Ben, juste un petit exemple, par exemple, il y a le Réseau canadien de réduction de comptes des entreprises qui demande depuis 2006 au gouvernement du Canada des lois contraignantes pour les entreprises extractives qui opèrent à l'étranger. Donc, c'est un réseau canadien qui est composé de milliers de personnes issues de la société civile, des groupes de recherche. Avec Isabelle, on en fait partie également. Donc, ouais. Bon, c'est parce qu'on parle d'éco-citoyenneté. Je me disais que ça pouvait être une forme d'ailleurs. Je serais curieux de voir si ça se développait. Et maintenant? Ah, bon, félicitations. J'aimerais commencer par te féliciter. Plus deux commentaires, peut-être pour partager vision. D'une part, la question du racisme. J'ai l'impression, j'étudie l'Amérique latine, j'ai l'impression d'avoir rencontré une reprise de lutte qui se signifie à ce moment comme lutte antiraciste en Amérique latine, autour des mouvements autochtones et autour des communautés noires, à cause des effets de l'expansion des industries extractives. Dans le cas chilien, par exemple, depuis l'année 2002, il y a un mouvement à l'intérieur des communautés mapuche qui ont dénoncé la situation de racisme environnemental. C'est 2002, alors il y a un peu de temps, et on peut voir qu'il y a une liaison entre chercheurs, entre mouvements du Nord et du Sud, mais qui ont repris cette notion et on l'a adaptée à la lutte donc le contre... langage, c'est le racisme. Oui, mais le langage, c'est le racisme. Je crois avoir vu un autre pays, mouvement, et dans, mais d'un côté. D'autre côté, je crois que, une anecdote, j'étais avec Martínez Alier, Joan Martínez Alier, en décembre 2014 au Chili, à la présentation d'un livre. Et nouvellement, ça produit une discussion sur l'écologie des pauvres ou l'écologie populaire. Parce que la présentation du livre, c'est Joan Martínez Alier, elle a invité cette personne d'un mouvement contre un conduit de sèche de pâte à papier. Et quand Martínez Alier a présenté son livre, et après les premiers mots de ses représentants de cette lutte a dit: mais je ne sais pas qui sont les écologistes, je ne sais pas qui sont les pauvres, parce que nous ne sommes ni écologistes ni pauvres. Ça veut dire, et peut-être qu'en ce moment on peut discuter, parce que l'étiquetage, la catégorie d'écologiste a été une construction académique, mais qui n'est pas nécessairement nommée à l'intérieur de ces mouvements. Et il y a au nord et au sud quelquefois une confrontation entre l'identité d'écologistes, d'autochtones, de citoyens, justement parce qu'il y a une compréhension de certains groupes les plus connus, des écologistes, des conservateurs, des conservationnistes. Et dans la vision de plusieurs autres groupes, le conservationnisme n'est pas nécessairement le seul rapport à la nature. Et alors,
mais j'aimerais faire noter je ne crois pas que c'est un problème, mais l'étiquette d'écologie populaire, mais en quelques moments, les gens de base ne sont pas nécessairement conscients de Mais ça. et d'autres chercheurs expliquent bel et bien que les acteurs effectivement ne se définissent pas comme environnementalistes, qu'il y a plusieurs courants, des courants conservationnistes et d'autres types de courants. Il le dit. Après, c'est une bonne question. Est-ce que cette notion est pertinente, ou est-ce que, par exemple, toi, en tant que personne sur le terrain, tu ne la trouves pas pertinente? Ça m'intéresse. Moi, je n'ai jamais été sur le terrain en Amérique latine. Puis ensuite, est-ce qu'on utilise une notion seulement si les acteurs se l'approprient? Ça aussi, c'est intéressant parce que moi, je sais que quand j'ai étudié l'éducation relative à l'environnement au Liban, les ONG me disaient tout le temps, nous, on ne fait pas d'éducation. Mais ils faisaient de l'éducation. Ils faisaient de l'éducation populaire, non formelle. Et finalement, toute ma thèse est basée sur ça. Mais eux ne faisaient pas d'éducation. Je crois que jusqu'à maintenant, ils disent on ne fait pas d'éducation. Mais pour moi, c'était de l'éducation. De l'éducation dans le quotidien, en faisant des manifestations et tout ça. Donc, c'est intéressant. Donc, est-ce que, Jimena, toi, tu penses qu'on peut utiliser cette notion? Ou est-ce que non, parce que c'est une notion que tu considères postcolonialiste, par exemple, amenée par Juan Martinez Allier sur... Mais je crois que la même trajectoire de Martinez Allier, par exemple, il a changé. En premier moment, il a utilisé la notion écologie de pauvres. Il l'a changé. Et à ce moment, il est en dialogue. Je crois que c'est Est-ce qu'il dialogue? Oui. Il est en dialogue avec les mouvements. Il y a un gros projet à ce moment avec beaucoup de mouvements. Au Chili, il est plus rattaché aux gens des ONG et des mouvements sociaux qu'aux gens de l'académie, par exemple. Je trouve que par exemple, j'utilise beaucoup l'expression mouvements sociaux où nécessairement pas les gens utilisent cette expression. Et je ne crois pas que, oui, c'est une catégorie avec des spécificités qu'on ne peut pas les perdre, mais on doit faire des dialogues. C'est ça plus ma position. Félix? Oui. Merci pour cette cartographie, qualification conceptuelle, c'est intéressant. Ça me faisait penser à la présentation qu'on avait fait à l'IPOP avec Lydia aussi sur les affrontions, anticolonialisme, antiracisme. Ça amène de l'eau au moulin comme quoi il y a préjugés, comme quoi les personnes en situation de marginalisation ne sont pas intéressées aux enjeux environnementaux. Donc, il y a d'autres choses qui existent. Mais moi, par rapport à... moi aussi, je me questionnais sur la pertinence de la notion d'écologisme populaire. Aussi, entre autres, sur... je pense qu'on a vu tantôt le livre Defining Environmental Justice de Skoulberg. Il me semble qu'il justement, il essayait de trouver des définitions en dialogue avec les mouvements sociaux, etc., de justice environnementale qui... L'auteur dont tu me parlais tout à l'heure. Ouais, avec c'est ça. Il s'appelle Schlossberg. Ouais. Peut-être plus. Où il proposait quelque chose d'élargir peut-être à, oui, les langages ou une perspective antiraciste est pertinente, puis il doit être nommé puis utilisé, mais il y aurait, les liens, il faisait des liens avec l'éco-justice, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller chercher dans ces livres, mais moi aussi, en fait, je me demande, parce que ça a été développé au niveau académique, je trouvais ça... Ouais. Puis, j'ai une dernière question, en fait. Je ne sais pas si tu as le temps ou tu as pensé à ça, mais par rapport à moi, ce que je savais de ton projet de post-doctorat, je ne sais pas si ça a changé, mais... Si tu savais quelqu'un allait me dire quel rapport avec ton post-doctorat, j'espérais que personne n'allait me poser. Tu me demandais quel... Tu as sauté dans une flaque d'eau pour t'amuser, dans des concepts, puis... non, pas du tout. En fait... Non, mais pour moi, je m'intéresse. C'est pas seulement une question de concept. C'est que je m'intéressais à ces mouvements. Et d'abord, je vais te répondre à ta première partie qui n'était pas vraiment une question comme ça. Je me demande, et ça aussi, je vous le propose, si finalement, moi, la locution des pauvres m'a choquée. Je sais pas vous, mais moi, elle me dérange. Je sais. Et puis, mais je me demande si finalement on ne peut pas tout simplement ramener les choses à la recherche de justice et à une recherche qui est de justice à la fois distributive et reconnaissance.
montrer ce que Nancy Fraser a développé, parce qu'en ce moment, on prend en compte la diversité des rapports à l'environnement et des rapports au monde. Parce que si on passe par la justice, je pense que tous les acteurs, le mot justice leur appartient. Enfin, ça pourrait être une possibilité, et c'est vrai que c'est moi, un chercheur, qui a comme inventé une expression tout seul. D'accord, je ne vais pas trop m'étendre. Pour mon post-doctorat, que je pourrais développer plus tard, en fait, je m'intéresse à... Dans le post-doctorat, j'essaye de voir comment on peut faire de l'éducation autour de l'environnement, par l'environnement, pour apprendre à vivre ensemble. Puis là, je suis passée des contextes de guerre. Avant, j'étais plus du côté du Liban, Israël, Palestine, Jordanie, au Québec. Puis je cherche des manières, des portes d'entrée. Donc, je suis allée par l'éducation interculturelle, j'ai été voir un peu partout. Puis finalement, je me suis dit que ce qui serait intéressant, c'est d'aller par la justice et l'éco-citoyenneté, au lieu d'aller par l'éducation interculturelle. Parce que l'éco-citoyenneté, elle touche à la fois des problématiques sociales et environnementales, elle est ouverte sur l'altérité, et elle a une dimension identitaire, et elle est connectée à la justice. Je pense que si on y va par la justice, c'est plus logique. Enfin, là, je suis vraiment dans les prémices. Je vais juste finir. Dernière phrase. J'ai lu quelque chose de très intéressant récemment, ça m'a fait comme une étincelle. Judith Butler, qui est une autre philosophe, a écrit qu'en fait, que pour apprendre aux gens à vivre ensemble, on n'a pas forcément besoin, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais c'est aussi l'argument de l'éducation interculturelle récente, d'apprendre à les connaître ou de les aimer. Il s'agit de justice. En fait, elle propose, la cohabitation, par exemple, d'Israël et de la Palestine par la justice. Parce que c'est juste que tout le monde lutte contre la colonialisation, j'arrive même pas à le dire, parce que c'est juste, pas parce qu'on s'aime les uns les autres, parce que c'est tellement subjectif, alors que la justice, je pense qu'on peut baser toute action éducative et vivre ensemble sur la justice, et c'est directement relié à la participation et donc à l'éco-citoyenneté. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais merci.